Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Notre programme Grand Témoin aujourd'hui, toujours ici à Brazzaville. Nous avons rencontré un homme qui est aujourd'hui un acteur de la société civile congolaise et aussi très actif sur les réseaux sociaux. C'est monsieur Willy Ngoyi. Willy Ngoyi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Brazzaville déjà. Alors avec vous, on va plus ou moins balayer toute l'actualité congolaise, qu'elle soit sociale, politique ou culturelle. Bien avant qu'on arrive dans tout cela, j'aimerais déjà revenir avec vous sur un discours qui a fait date aujourd'hui, attendu par de nombreux Congolais. Le président de la République a fait le bilan, un discours à la nation où il a plus ou moins retracé ses réussites et ses projets pour les années qui vont arriver, notamment cette année 2016. Alors, globalement, comment avez-vous senti le président de la République? Merci. Vous savez, cela répond aux obligations constitutionnelles du chef de l'État de s'adresser à la nation pendant ou à l'occasion des festivités du 15 août. Il le fait souvent le 13, le 14, et cette fois-ci il a parlé le 12. Tous nous avons suivi. Était-ce le moment de faire le bilan? Je ne sais pas, j'ai suivi comme tout le monde. Mais ce que j'ai retenu, c'est que le président a été très équilibré, peut-être équilibriste dans sa façon de délivrer son message. Il y a des passages que j'ai clairement compris. Il y a d'autres passages que alors, par exemple, les passages que vous avez compris avant, parce que les passages que j'ai compris, nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont dit, on a du mal à comprendre. Les chiffres, par exemple, sur le chômage au Congo. Mais ce que vous avez compris, vous, concrètement, c'est quoi exactement? J'ai compris que le président est en droit fil avec la Constitution, puisqu'il a dit clairement que c'était le dernier discours du septennat et qu'à la même date et à l'année prochaine, ce serait un autre président élu. Moi, je trouve ça, il n'y a pas plus grande clarté que ce que le président a dit. Ce que je n'ai pas compris, vous l'avez presque déjà dit, c'est par exemple certains chiffres sur la création de l'emploi, sur le chômage. L'a-t-il dit parce qu'il y croit? Je ne sais pas, peut-être que ce sont ses services qui lui ont amené ces chiffres. Mais étant donné que nous aussi, nous n'avions pas officiellement les chiffres pour apporter la contre-thèse, nous essayons de nous coller ou nous fonder sur la réalité sociale. Oui, tout à fait. Et nous pensons que peut-être qu'il y a beaucoup de fausseté dans ce sens. Tout au moins, peut-être aussi que nous ne comprenons pas l'idée du chômage. Peut-être c'est ça. Déjà, est-ce que le concept de chômage fait l'unanimité dans sa compréhension? C'est qui le chômeur, par exemple? Si on doit dire que les chômeurs sont les Congolais qui n'ont pas de revenus directs, c'est-à-dire qui vivent de l'informel, comme nous autres d'ailleurs, parler de 6%, je ne sais pas. C'est peut-être 6% des Congolais qui travaillent et puis le reste ne travaille pas. Mais bref, ce sont les chiffres, vous savez, ces chiffres sont venus peut-être de l'UNEMO, je ne sais pas de quel institut et des sondages, je ne sais pas, mais bref, pour moi, ce n'était pas l'essentiel, et puis parce que nous savons que l'essentiel, ce ne sont pas les chiffres. Il faut comprendre que nous sommes dans une société de tradition orale, ce ne sont pas trop les chiffres que les gens comprennent, mais par contre, moi, je n'ai pas compris ça. Mais aussi, donc, il y a un ressenti pour vous aujourd'hui qui reste là, celui notamment sur la question du chômage et de l'emploi. Déjà, je ne suis pas le président avec la perspective d'être satisfait ou pas. C'est ça le problème. Le président, c'est le président de la République. Lui, il était satisfait d'avoir non, mais c'est normal, c'est lui qui présente le discours. Le président connaît sa fonction, il en a une idée de sa fonction, il dit des choses qu'il pense être justes, et nous qui suivons, ça ne demande pas que nous soyons satisfaits ou pas, mais nous analysons, nous réfléchissons. Parce que ce n'est pas parce que le président a parlé que nous devons commencer à applaudir ou à crier. Chacun de nous a écouté, chacun de nous a analysé et continue à analyser, et chacun de nous a travaillé dans le sens. Pour moi, la chose la plus importante, c'est essayer de donner cette chance à ce Congo. C'est-à-dire qu'au-delà des discours des hommes politiques, des discours officiels, moi je voudrais voir sur le terrain des actions fortes qui sont menées, qui permettront à chacun de nous de se retrouver dans cette République et de se regarder en face en toute citoyenneté, en toute franchise et se dire les choses. Je ne veux pas qu'il y ait un Congolais d'un camp comme d'autres, parce que vous avez vu, il y avait d'un camp les gens qui applaudissaient, on ne sait pas pourquoi on applaudit.
les gens qui n'applaudissaient pas, on ne sait pas pourquoi ils n'applaudissaient pas, peut-être que chacun attendait un message particulier, mais moi je n'attends pas de message particulier du chef de l'État. Mais globalement, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, beaucoup de choses à faire. Le chef de l'État, dans son discours, a bien remis les choses en ordre, et vous le dites, en disant, mais voilà, c'est le dernier discours du septennat, et pourtant, à l'opposition, certains restent dubitatifs. Ils ne sont pas convaincus qu'il soit le dernier discours, il y a peut-être un plan caché derrière. J'ai l'habitude de dire quelque chose, qu'il n'existe pas de sincéromètre pour tester la sincérité de quelqu'un, mais on dit que la parole du chef est de bonne foi. Si le chef l'a dit, c'est bien, et nous sommes dans un grand moment politique, et je trouve que c'est de bon droit que l'opposition qui essaie de mettre la pression sur le gouvernement, c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Le Congo a fait le choix de la démocratie, nous devons laisser le libre cours aux idées, aux débats, aux stratégies se mettre en place, en tout cas sans écueil, sans que chacun puisse souffrir de ses opinions, quoi que ce soit. De toutes les façons, le président l'a dit depuis il y a plus d'1 an de cela, depuis Sibiti, qu'il faut laisser le débat s'installer, le débat faire. Et si l'opposition ne se retrouve pas, l'opposition pense que le président n'est pas assez sincère, même s'il n'y a pas de sincéromètre, c'est normal. Nous sommes dans un jeu politique que l'opposition monte un tout petit peu les enchères. Je trouve ça, ils sont en droit, et puis voilà. Le Congo aujourd'hui a connu du dialogue. Sibiti et Diatta, à l'intervalle quasiment de 15 jours. Pensez-vous que là aussi ça contribue à cette démocratie? Était-il nécessaire pour l'opposition d'organiser le dialogue de Diatta? Monsieur Sir Makosso, vous êtes congolais comme moi, vous savez bien qu'en politique, ce qui compte, c'est les coups politiques. Chacun veut marquer le terrain, marquer les esprits, mettre en place des stratégies qui lui permettent de gagner du terrain. Le président de la République a appelé au dialogue à Sibiti. L'opposition a posé des problèmes, des préalables pour participer à ce dialogue. Je pense que le dialogue devait commencer là. Or, malheureusement, on n'a pas dialogué au préalable, on a voulu dialoguer dans la salle. L'erreur, c'est ça. Imaginez un tout petit peu, nous sommes des Bantous, donc vous connaissez un tout petit peu comment se passent nos mariages. Oui. Imaginez un mariage qu'on célèbre où les deux Nzonzi en amont ne se sont pas accordés. Ce serait un fiasco devant les gens, je pense que c'est ça. Ce que nous avons vécu et à Sibiti et à Diatta, ce n'est que la résultante d'un dialogue qui n'a pas commencé par là où il fallait commencer, c'est-à-dire depuis sa préparation. Il s'agissait d'un dialogue. Le présidium était paritaire, donc à ce moment-là, il y avait des éléments pour l'opposition de pouvoir participer. Oui, mais il faut déjà savoir pourquoi on devrait dialoguer. Parce que nous sommes des Congolais, le dialogue est permanent dans les institutions, nous avons le Parlement, l'opposition est représentée, la majorité est représentée, nous sommes dans des collectivités décentralisées, il peut toujours avoir dialogue. Pourquoi on a voulu faire de ce dialogue-là quelque chose, un moment spécial? C'est parce qu'on se dit que non, au-delà de tout ce que nous avons déjà comme cadre de dialogue permanent, il nous aurait, peut-être que nous avons pensé qu'il fallait créer peut-être un cadre supplémentaire ou un cadre spécifique pour dialoguer des grandes questions de l'heure. Et dans ce contexte, si dès le départ de la préparation, il y a déjà des points de divergence, je pense que la sagesse et l'amour de la République nous auraient commandé quand même qu'on se calme un tout petit peu, qu'on se regarde et qu'on continue à négocier. Les esprits sont plus ou moins calmés. Faut-il un troisième dialogue finalement pour que ces gens-là puissent arriver à se parler? Mais absolument, le dialogue, si vous l'appelez troisième dialogue, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais... Oui, mais le dialogue, parce que c'est deux monologues pour moi. Ah bon, d'accord. À ce moment-là, on va arriver à un vrai dialogue. Je n'insulte personne, il ne faut pas que les gens apprennent à toujours penser que quand on donne ses opinions, c'est contre X ou contre Y. Je pense qu'à Sibiti, il s'agissait bien d'un monologue. Et le PCT. Voilà, le PCT est allié, et que certaines personnalités, et à Diatta aussi c'était un monologue de l'opposition, et allié certaines personnalités. Oui. Maintenant, nous attendons ce vrai dialogue qui arrivera. Et nous ne voulons plus que les gens dialoguent seulement au niveau politique. Nous voulons le dialogue des cultures aussi. Il faut que les peuples connaissent. Il faut que les peuples comprennent. Quand vous venez à Diatta, vous dialoguez, vous allez à Sibiti, vous dialoguez. Est-ce que le peuple autochtone, le peuple qui est là, le peuple comprend les enjeux? Parce qu'il ne faut pas venir... c'est comme si, je le dis toujours, imaginez, quelqu'un vient faire la cuisine chez vous. Et il ne vous dit pas qu'est-ce qu'il est en train de cuisiner. Il vous dit absolument rien. Voilà, avec votre casserole, avec tout. Oui, et c'est vous qui pâtissez de la fumée. C'est vous qui... Après, à la fin, il prend cette marmite et l'amène là-bas. Et quelque temps après, on vous dit non, mais c'est chez vous qu'on est venu cuire finalement cette viande, cette chair humaine. Vous dites, mais on ne savait pas. Mais pourquoi vous ne savez pas? Mais parce que la personne qui est venue, c'est l'autorité qui l'a fait. Je pense que c'est un tout petit peu ça. Je sens une sorte de manque de légitimité dans tout ça. Je pense qu'il faudra un jour arriver à un vrai dialogue où ce serait d'abord les hommes politiques dialogueront, les jeunes dialogueront, les Congolais dialogueront, et les gens commenceront cette fois-ci à enlever les gants ou enlever les masques quand ils dialoguent, que les gens viennent avec
nous ne serons pas peut-être à l'église, mais avec un peu plus de sincérité, avec un peu plus de nationalisme, plus de citoyenneté, pour que nous sachions comment nous pouvons faire de notre Congo. Mais les gens viennent avec des agendas cachés, ils viennent avec des idées préconçues, d'autres viennent avec même des consignes déjà données, et on vient dialoguer, sans faire des concessions. Alors que le dialogue, tout le monde sait, le dialogue c'est une négociation. Alors, vous devez repartir quelque chose, vous avez repartir avec quelque chose, mais aussi concéder quelque chose. Et je n'ai vu ni une concession de part et d'autre. Donc j'attends ce troisième. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les hommes qui sont en train de mener ce dialogue sont des hommes propices, puisqu'ils ont été, à un moment donné, avec Denis Sassou Nguesso, ils l'ont servi, ils ont été à ses côtés. Aujourd'hui, ils se passent de l'autre côté et demandent un dialogue. Est-ce qu'on n'est plus là à gérer une affaire d'ego d'homme que l'intérêt national ou l'intérêt primaire en fait, du peuple soit mis en avant? Mais je pense que c'est un tout petit peu malheureux. C'est comme ça que le Congo politique fonctionne. Au Congo, vous savez, le PST est un parti de gauche, l'UPADES est un parti de gauche, le RDD est un parti de gauche. Surtout les sociaux-démocrates, en fait. Voilà. Peut-être le MCD qui se dit libéral, le PLC est libéral, mais il est dans le bloc de la majorité. Je pense qu'il n'y a pas de traçabilité idéologique. Je pense que nos partis ne fonctionnent pas sur la base des programmes, ni sur la base d'idéologie. Sur quelle base finalement? C'est... tribal. Encore même, non, mais pas non plus. C'est l'impression qui se dégage. Si c'est le cas, on aurait pour chaque région ou pour chaque ethnie un parti. Mais vous avez des partis, 50 partis dans une même. Non. Par contre, c'est les premiers. Regardez comment je conçois la politique Congo. Ceux qui, les premiers, ont inscrit leur nom sur l'échiquier politique congolais, ont pensé qu'ils avaient toute la légitimité et toute leur vie. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, ils ont laissé les enfants. Vous savez, c'est devenu la mode. L'enfant de X, l'enfant d'Y. Et la République n'est plus République, c'est-à-dire ce n'est plus la res publica, ce n'est plus la chose de tout le monde. Ce n'est plus la circulation des élites, ce n'est plus l'ascenseur social, ce n'est plus la capacité. C'est maintenant l'appartenance à. Et les appartenances subjectives. Ethniques seulement, oui, mais pas toujours. D'autres, c'est dans les loges, qui voient les annonces patrimoniales, les gens qui se retrouvent en loge, dans des groupuscules, dans des groupes de pression, et finissent par essayer d'arriver et puis s'imposer auprès des autres, non pas seulement pour exercer le pouvoir au nom du peuple, mais pour se servir. Je pense que c'est cela. Si nous remettons le pouvoir, nous remettons le service public comme un sacerdoce, je pense qu'on peut avoir n'importe qui à la tête de n'importe quelle institution. Dans ce contexte-là, nous serons bien. Le Congo que nous voulons, c'est le Congo où on cherche l'efficacité. Aujourd'hui, on ne cherche même pas l'efficacité, on cherche l'appartenance. Et les mains des jeunes qui devaient construire la République sont beaucoup plus utilisées pour applaudir. C'est ce Congo que je ne veux pas. Je veux que les mains des jeunes Congolais puissent servir à la conception de la République, que les têtes des jeunes intellectuels congolais essaient de réfléchir pour le développement de la République et non pour avoir des stratégies, comment mettre les autres en échec. Et nous sommes dans un pays où on se regarde en chaîne de faïence, on se regarde en échec. L'opposition ne veut pas que le pouvoir réussisse, le pouvoir ne veut pas que l'opposition réussisse, comme ça ne réussit pas tout. Et on a politisé au niveau peut-être même primaire, de l'instinct primaire, tout. Aujourd'hui, les Jeux africains, c'est les Jeux du pouvoir. S'il y a vide au stade, c'est bien fait pour eux. Voilà, ils n'ont pas mobilisé. S'il y a plein, c'est le pouvoir qui dit, voilà, l'opposition, vous avez échoué. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'on devait. Le manichéisme dans lequel on est en train de vouloir conduire le Congo, je suis contre. Et je voudrais, dans ce contexte-là, essayer d'appeler à la sagesse des Congolais et à la sagesse de tous, que nous pouvons avoir la possibilité de désescalader. En quoi faisons? Nous avons, je vous l'ai dit en amont, la chance d'avoir eu au PCT, Mberi Martin, Mukwege, Tamba Tamba, Sassou Nguesso, Yombi, tout le monde qui aujourd'hui continue à être acteur de la vie politique aujourd'hui. Ils se connaissent, ils ont une grande partie de l'histoire en commun, ils peuvent se retrouver et puis discuter sérieusement avec le pays et puis peut-être, comme on dit, libérer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, même le jeune, aujourd'hui Congolais, doit choisir selon quel camp il est. Doit-il? Non, je suis contre cette vision des choses. Je pense que la seule chose que nous avons ici qui font de nous le Congo, et c'est une seule nationalité indivisible, c'est la congolité. Et nous voulons un jour qu'il y ait ce dialogue totalement apaisé, où il n'y aura pas des champions, il y aura ceci, cela, tout, où les gens ne se retrouveront pas dans une maison pour chanter, mais pour chanter à la gloire du Congo, pas à la gloire de quelqu'un. Voilà la conception que moi j'ai de ces dialogues. Alors, par rapport à cette conception, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition qui reçoit des transfuges de la majorité présidentielle, pour vous, c'est cette démocratie congolaise qui respire?
Le mot transfuge, je ne sais pas. Alors, Fuge. je ne sais pas, Trans veut dire aller d'un côté à l'autre. Fuge, c'est fuir, non. Oui, mais aujourd'hui, quand on voit par exemple Oui. le cas de Blanchard Oba, qui appartenait entre-temps à la majorité présidentielle, qui a région d'opposition, on voit j'allais dire Bernard Colella, non, son fils Parfait Colella, qui lui est encore à la majorité présidentielle, mais finalement se réunit avec l'opposition. Le cas du Must aussi, vous voyez qu'on est là des gens qui aujourd'hui donnent un visage. Est-ce que pour vous, cela permet à cette démocratie qu'on est de respirer? Moi, je pense que c'est pas étonnant. Le Congo, depuis son histoire, a été toujours ainsi, où les hommes politiques s'allient un jour, s'unissent un autre jour. Moi, ça ne me surprend pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi cela est ainsi. Je pense que le tout revient encore dans l'esprit de notre conception du pouvoir. Si le pouvoir est conçu comme une jouissance, c'est comme nous sommes dans une sorte d'association, nous sommes dans le commerce. Quand vous vous retrouvez, quand vous ne faites plus de bénéfices, vous faites quoi? Avec un allié, vous déclarez banqueroute, vous essayez d'aller, vous allez investir ailleurs. Moi, je trouve que c'est une sorte de transhumance politique qui est gérée ou qui est sous-tendue par la perception que nous avons du pouvoir et du mandat de l'État. Je pense, le jour qu'on interdira les frais de mission, qu'on interdira les voitures officielles, qu'on interdira le carburant, qu'on interdira un certain nombre d'avantages, et qu'on rendra clair, lucide, consultable par tous, le salaire de nos ministres, le salaire du chef de l'État, le salaire des députés, le salaire de tout le monde, clairement. Et on essaiera de se débrouiller à faire comme nous le faisions au Mono. C'est-à-dire qu'avoir quand même des brigades d'enquête qui essaient de voir comment les gens s'enrichissaient sans cause. Je pense que beaucoup de gens ne viendront pas à la politique. Vous savez, nombreux des gens refusaient même d'être ministre avant, parce qu'ils savaient que le ministre n'apportait rien. Dans les années 80, c'était quoi un ministre? C'était un citoyen ordinaire. Moi, personnellement, j'ai connu par exemple le défunt ministre Tati-Bouta, personne. Il joue aux cartes comme tout le monde. On ne sentait absolument rien. Chez nous ici, le ministre, c'est l'espoir de tout un village, tout un district. Dès que vous avez un ministre, c'est fini. Tout ce qui relève de son département, c'est votre département. Vous venez, vous patoisez, l'argent de l'État qui est mis à disposition, c'est comme ça. Du coup, quand vous n'êtes plus au gouvernement, vous vivez ça comme une sorte de mise au banc, de mise à l'écart. Vous ne comprenez plus que c'est un mandat de l'État, mais qu'il vient de finir de façon naturelle. Et il faut comprendre chez nous, et les gens sont prêts ici à mourir ou à faire, je ne sais pas quel type de stratagème pour rester au pouvoir. Un. De deux, on a montré aussi aux jeunes Congolais qu'ils ne peuvent plus jamais arriver au gouvernement. Prenons, il y a plusieurs ministres, que je ne vais pas citer les noms, plusieurs ministres dans le gouvernement, qui sont ministres depuis 1997, ça fait 18 ans. En 1997, celui qui venait d'avoir juste le BPC, aujourd'hui est docteur. Il a un doctorat aujourd'hui, dans plusieurs domaines. Comment voulez-vous que ce jeune Congolais, nanti des savoirs nouveaux et renouvelés, capable de mieux confronter ou de mieux se confronter à la réalité actuelle par rapport à l'ancien qui n'a qu'une expérience, peut-être qui ne matche plus avec la réalité d'aujourd'hui, et si vous ne laissez pas la possibilité d'être là, il fait quoi? Voilà comment le Congo, par notre égoïsme, par nos CDI, moi j'appelle ça des CDI, dans un certain nombre de postes de responsabilité, donne aux jeunes l'impression que jamais ils n'y arriveront. Je pense que cette République donne cette image, à tort ou à raison. Et ce qui fait que quand vous n'y êtes pas, absolument vous avez la tentation d'aller à l'opposition, parce que vous voulez faire cela pour solde de tout compte. Est-ce que c'est ce qui explique aussi que certains ministres qui ont travaillé avec Sassou Nguesso, une fois qu'ils sont virés, se retrouvent à l'opposition? Mais je pense en partie, bon, je ne suis pas dans leur secret, mais je pense en partie parce qu'ils se disent, et pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Dans la mesure où... Ça veut dire que finalement, ça veut dire qu'ici, dans ce gouvernement, personne n'est méritant. Oui. Mais non, je ne dis pas que personne n'est méritant pas. Non. Déjà, dans ce gouvernement, personne ne veut assumer son mandat. Tout le monde se recroqueville. Ils ont un bouclier infranchissable, c'est le président de la République. Tout ce que vous faites, c'est le président de la République. Mais c'est le régime politique qui le... Non, le régime politique n'a rien à faire. Je pense que c'est la flagornerie pure et dure. Tout le monde sait le rôle de ministre. Nous lisons tous la Constitution, nous savons que les ministres sont les chefs de département. Le président est chef de gouvernement, mais il n'est pas ministre. Et chaque ministre devait venir. D'ailleurs, le dernier gouvernement qui vient d'être manié, on a eu la promesse que ce gouvernement devrait être évalué. Il y a eu même une première évaluation. Et ce n'est pas moi qui ai évalué. La première note, je ne sais pas qui l'avait évaluée, mais la première note était mitigée. Mais je ne sais pas c'était quelle note, mais apparemment c'était average. Donc la moyenne 10 sur 20 dans ce contexte-là. Quels sont les mécanismes d'évaluation d'un gouvernement ou d'un parlement? Mais c'est la population. Je pense que l'une des causes de nos échecs
en général, le vivre ensemble, quoi, c'est la légitimité. Il faut que les Congolais se retrouvent dans leurs institutions. Et il faut chaque fois, quand il y a la possibilité aux élections, que la transparence, que la clarté soit là pour que chaque population puisse assumer cette turpitude. Si vous êtes de Makabana, vous avez choisi un député de Makabana qui fait que la cause de Makabana n'évolue pas, mais que vous pâtissiez de ce mauvais choix et que demain, vous ne pouvez pas avoir, quand il y a élection, des gens qui viennent, on ne sait pas comment, oui. Et chaque fois, tu as des contestations, à tort ou à raison, et ça ne nous grandit pas. Et nous sommes dans ce que, malheureusement, les Congolais ont commencé à entendre, le globalement positif. Non. Dans la République, on cherche toujours la perfection, et je pense que nous avons divorcé avec la perfection. Essayons d'aller vers la perfection, essayons de nous remettre en cause, parce qu'il y a des Congolais qui sont ici, qui peuvent mieux faire. Regardez-moi, je vais vous faire réfléchir. Le Congo avait une économie planifiée pendant le mono, ok? Donc, nous avions des entreprises qui vendaient en détail, les allumettes en détail au Funacom, la viande en détail au Niveg. Curieusement, c'est en ce temps-là que nous avions des hommes d'affaires. Vous avez à Brazzaville Ebina, vous avez OCT, vous avez Otomomo qui fabriquait le savon étoile qui n'avait rien envie avec le savon de Marseille. Vous fabriquez les mousses, fabriquez tout. Vous avez Maclebel, vous allez à Pointe-Nord, vous avez les Sapi, vous avez les Kazi, vous avez les Njimbi, vous avez les Bouyou Georges, vous allez à Dolisie, vous avez les Banina Antoine, vous avez Ngouma Joseph, vous avez les Bayonne. Alors l'État va décider de se retirer. Bon, l'État est devenu libéral, nous sommes un régime démocratique, alors que chaque Congolais réussisse. Citez-moi un seul homme d'affaires congolais que vous connaissez. C'est ça le déclin du Congo. C'est-à-dire qu'à la fois nous disons, à la face du monde, que nous sommes en train d'évoluer, et nous sommes incapables d'évoluer nous-mêmes. Nous voulons dialoguer avec les peuples du monde, nous sommes incapables de dialoguer avec nous-mêmes. Nous sommes tous les premiers à aller sur la place de Paris pour aller nous reposer. Nous ne voulons pas viabiliser nos villages pour nous reposer. Je me rappelle, il y avait une émission sur la radio qui nous disait mais que faisons-nous? Nous préférons aujourd'hui un Congolais, dès qu'il a un peu d'argent, il finit sa maison à Brazzaville à Pointe-Nord, il faut qu'il ait un pied à terre à Paris. Ils sont combien qui repartent chez eux et qui sont fiers d'arriver chez eux? Quand vous arrivez chez vous, vous êtes obligé d'être entouré des gardes du corps. Ça veut dire que vous n'êtes plus chez vous. Donc, bref, je pense que c'est ce Congo déclinant que moi, que je n'apprécie pas, et que ce Congo déclinant que je pense qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous semblons naviguer avec. Alors, Willy Ngoyi, vous avez évoqué tout à l'heure, au début de cet entretien, une notion qui n'est pas aujourd'hui palpable dans la réalité congolaise, c'est la sincérité. Alors, hier 4 septembre, se sont ouverts les Jeux africains ici à Brazzaville. Déjà, votre avis par rapport à cette actualité? Bon, mais déjà, en tant que Congolais, je suis content que le Congo et Brazzaville soient la capitale africaine des Jeux, comme nous sommes la capitale pendant 15 jours. Africaine. Oui, pendant 15 jours, mais ça restera dans l'histoire. De toutes les façons, point n'est besoin de vous rappeler que nous étions les premiers, mais une fois toujours un petit sentiment de manque. Alors, allez-y, expliquez-le. Alors, c'est la même chose. Nous avons fait des infrastructures énormes. Nous avons suffisamment investi. C'est bien, c'est palpable. Mais nous avons oublié, comme toujours, le Congolais. Nous n'allons pas développer ce pays sans passer par le Congolais. L'acteur, le sujet et l'objet du développement devaient être le Congolais. Nous avons fait des stades sans conditionner nos sportifs. C'est mon souci en ce Congo. Mon souci. Alors, et pourtant, le président avait fait débloquer 8 milliards pour préparer les athlètes. Mais vous pensez que c'est l'argent seul compte pour que les choses changent? Il faut un peu d'argent pour que les hommes aillent se préparer. Loin de moi l'idée de dire que l'argent ne comptait pas. Se préparer, on n'est pas obligé d'aller chez les autres. Et je pense que ce qui a manqué, en même temps, quand on était en train de commencer à bâtir les infrastructures, on commençait aussi à bâtir les équipes. Et ça a manqué. Et du coup, nous allons faire comme le FESPAM, ok? Ça va faire des milliards que nous investissons le FESPAM depuis que ça a commencé ici. Aucun musicien congolais n'est riche, à moins que vous en connaissiez un seul. Nous nous enrichissons chez les autres, alors que le FESPACO, qui est au FESPAM ce que le cinéma est, comment on appelle ça, au FESPAM, développe le cinéma au Burkina Faso. Tout le monde sait qu'aujourd'hui le cinéma burkinabé est développé parce qu'ils abritent en leur sein le FESPACO. Nous qui abritons le FESPAM, citez-moi un seul Congolais que vous connaissez qui a l'argent, qui n'est pas obligé d'aller pleurer de gauche à droite ou qui ne fait pas les matolo ou les mabanga pour essayer de vivre. C'est ça le problème. Ne faisons jamais les choses juste pour la consommation extérieure. Malheureusement, c'est ce que je sens percevoir. Bon, ok, que les gens se rendent compte que nous avons une belle jambe et que nous-mêmes, ça ne nous sert à rien. Moi, je pense que ça me gêne que nous puissions avoir autant d'installations et que nous ne puissions pas investir dans les hommes.
Moi, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Les Congolais, aujourd'hui, quand vous les entendez dans Brazzaville, ils disent, voilà, on a des bijoux, on a maintenant de quoi rivaliser avec les autres pays. Est-ce que vous pensez ce sentiment-là aujourd'hui, on peut partager sans pour autant rougir? Je vais vous faire rire, je suis d'accord que ce sont des bijoux, parce que les bijoux ne servent à rien. Parce que les bijoux, c'est pour se parer. C'est ça le problème. Et c'est nécessaire, vous comprenez? Le fer, c'est le métal le plus important. Mais ça n'a pas le même prix que l'or, qui n'est pas aussi important que ça. Mais les bijoux, je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit fier des bijoux de fer. Vous comprenez? Vous pouvez avoir quelque chose de valeureux, mais qui n'est pas nécessaire. Construire des édifices, c'est bien, mais comment on va faire pour les maintenir? C'est ça le problème. Donc moi, je suis d'accord, c'est vrai que c'est... Donc le président doit travailler. Bon, déjà, je ne sais pas, je ne dispose pas... Tout le monde le remercie quand vous entendez les commentateurs, que ce soit à la télé officielle ou encore dans les rues, tout le monde, ou les pancartes qu'on peut lire dans la ville, ou même aux abords du stade à Télé, tout le monde remercie le président. Monsieur le président, Brazzaville vous dit merci. Est-ce que Willy Ngoyi dit merci au président? Chacun de nous a son opinion. Oui. Je n'ai pas besoin de remercier le président de la République pour accepter qu'il travaille ou pas. Vous savez, le président de la République, c'est comme un père. Pensez-vous que si votre père amène 2 tiges de session supplémentaires à la maison, vous devez l'applaudir? Ah, merci papa, tu me nourris bien. Je pense que ce sont les responsabilités de père. Je pense que ce sont les responsabilités. C'est comme vous, pour aider vos enfants ou pour aimer vos enfants, vous voulez que vos enfants puissent reconnaître. Je pense que la conscience nationale est là, tout le monde est conscient, tout le monde saura. Si le président fait bien, tout le monde le sait. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, mais dans sa conscience, peut-être que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de sincéromètre, peut-être que ceux qui applaudissent n'applaudissent pas réellement. Je pense que c'est l'erreur que nous faisons. Les gens pensent que dès que vous faites une déclaration d'amour dans la rue, vous dites que non, j'aime X ou Y, que vous l'aimez pas. Parfois non. Hein? Un musicien de Kinshasa dit toujours que ne pensez pas que parce que quelqu'un vous appelle chaque fois qu'il vous aime, et que ceux qui ne vous appellent pas ne vous aiment pas. Parfois, ceux qui vous appellent pas vous aiment mieux, mais ils n'ont pas juste d'unité. Donc pour moi, je ne suis pas plutôt dans le manichéisme pour dire ce que j'aime ou ne pas aimer. Le président a fait quelque chose, ok? Moi, je viens de vous dire que oui, mais j'aurais souhaité que ça aille de pair aussi avec la préparation des athlètes, parce que ce sont les athlètes qui grandiront le pays. C'est eux qui donneront de la valeur à ces bijoux, pour que ces bijoux ne soient plus des bijoux, que ce soit des outils de travail. Moi, je voudrais que ce soit des bijoux, des outils de travail, non des bijoux, parce que les bijoux ne servent à rien. Moi-même, je n'en porte pas. Vous voyez bien que je n'en porte pas. Donc, pour moi, les bijoux n'ont pas de place.